Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau d'Actual JT pendant 3 mois. Si tout se passe bien, évidemment, le moins de temps possible, vous allez suivre l'épopée, l'odyssée d'Yves Le Blébec sur son ultime Actual. Yves qui est parti il y a 10 jours maintenant pour un tour du monde à l'envers en solitaire, 51 500 km et un précédent record qui s'établit à un peu plus de 122 jours. Alors évidemment, on va suivre tout cela. Au sommaire de ce premier Actual JT, le live dans un instant. Yves Le Blébec qui est à quelques milles des côtes brésiliennes sera avec nous en direct. Notre invité ensuite, ce sera Philippe Monet, navigateur, et qui a détenu le record de cette épreuve, ce tour du monde à l'envers en solitaire. Nous aurons également un membre du team Actual, Sandrine Berthaud, qui est accessoirement la femme d'Yves, donc on aura à peu près les dessous de l'histoire, évidemment, comme on vit cette aventure à la fois de l'intérieur et puis en tant que membre d'un team quand on s'adjoint à ce périple. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, Actual, c'est un bateau, c'est un ultime, l'un des plus beaux bateaux de course au monde. C'est également une société d'intérim et le président d'Actual, Samuel Toile, sera avec nous dans un instant. On parlera d'emploi, il nous parlera évidemment de l'attachement personnel et l'attachement de la société pour la navigation. L'idée, c'est que nous vivions ensemble l'aventure d'Yves Le Blébec. Alors pour cela, il y a beaucoup de rendez-vous. Tous les réseaux sociaux sont mobilisés. Sur YouTube, Team Actual. Il suffit juste de taper ça sur YouTube et vous pourrez revoir cette émission. Vous pourrez la suivre. Vous pourrez revoir les meilleurs moments. Sur Twitter, hashtag Team Actual. Facebook, live, vous le voyez. Là aussi, la recette est la même. Facebook, live, Team Actual. Et puis sur Instagram, Actual_Ultime. On ne va pas perdre de temps. Je sais que vous êtes sans doute très nombreux à regarder cette émission. Vous êtes sans doute très nombreux à vouloir des nouvelles d'Yves. Yves que l'on va retrouver tout de suite. Yves, merci d'être avec nous en direct. La performance technique, évidemment, est toujours assez aléatoire, mais on va la tenter. Yves, tu es parti le vendredi 24 novembre, 16h55 minutes 28 secondes, c'est-à-dire il y a 10 jours maintenant. Avant de te demander des nouvelles et de voir un petit peu comment ça se passe, où te trouves-tu à l'heure actuelle? À toi. Ouais, bonjour Ronald, bonjour à tous pour cette première émission de Actual TV. Et bien là, avec Actual, on est au large des côtes du Brésil, enfin le long des côtes du Brésil, hein, même très précisément. Je suis à une quarantaine de milles, ça fait 70 km à peu près des côtes du Brésil que je ne vois pas, mais je sais qu'elles sont pas longues. Voilà. Quelle est la situation? Qu'est-ce que tu vois? Tu disais que tu ne voyais pas les côtes. Effectivement, tu es un peu trop loin. Je crois que les conditions de visibilité ne sont pas excellentes. Mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? À toi. Eh bien, écoute, là, les conditions de navigation sont assez idylliques. Hein. Pour l'instant, ça va pas durer, mais là, c'est idéal. Le bateau, il glisse tranquillement, quasiment toute sa voilure, le maximum. Et la mer est assez lisse et je vois du bleu tout autour de moi, c'est-à-dire que moi il fait jour là, et je vois du bleu, c'est-à-dire que la mer est bleue et le ciel est bleu avec très très peu, voire pas du tout de nuages. Là, le temps c'est complètement dégagé, je vois quelques nuages blancs à l'horizon, mais on a des très très belles conditions de navigation et je dois même vous dire que il fait même franchement chaud à bord d'Actual. Hein. Je souffre un peu de la chaleur même. Le précédent record, c'est 122 jours. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu regardes d'un coin de l'œil ou tu regardes frontalement ou pour l'instant, tu t'en occupes pas? Alors ouais, effectivement, hein, cette navigation, le but c'est de battre le record, mais évidemment, pour battre le record, la première chose qu'il faut c'est d'arriver. Et je t'assure que si déjà j'arrive à boucler cette navigation et revenir à la Trinité-sur-Mer après avoir parcouru donc ce tour de la planète, ça c'est pour moi un objectif complètement rempli. Après le record, écoute, on verra à quelle vitesse j'aurais été, mais je suis pas très très inquiet là-dessus par rapport tout simplement, pas parce que je suis meilleur, parce que je bateau beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile comme ça. Comment tu te sens, toi? Comment tu sens le bateau, à toi? Alors, en 10 jours, j'ai bien pu prendre mes marques à bord. Ça prend du temps hein, de se transformer en marin, ça se fait pas en une nuit. Donc, forcément,
forcément il y a une phase d'adaptation et là je suis vraiment dans le rythme. Et notamment en ce qui concerne les phases de récupération, j'arrive à dormir, j'arrive à faire des siestes la journée assez facilement, parce que très naturellement on dort beaucoup plus la nuit que le jour, mais là j'arrive à réguler un peu plus parce que le dos, des fois il faut manœuvrer la nuit et il faut être actif la nuit autant que le jour, donc il faut que j'arrive à fractionner mon sommeil. Donc ça y est, ça commence à bien rentrer, mais forcément ça prend du temps, en tout cas ça prend du temps que ça devienne confortable et évident. Et donc voilà, moi je me sens en forme. Le bateau actuel est en forme aussi. Alors, sans rentrer dans les détails, on est en échange permanent avec le team technique et puis il y a tout un tas de bricoles que je rencontre ou de petits problèmes que je rencontre et avec des solutions qui me sont proposées par le team technique, mais globalement le bateau il est en aussi bon état qu'au moment du départ et il n'y a aucun problème là-dessus. Tu as connu une petite péripétie puisque tu as tenté un premier départ, tu as dû revenir à la Trinité-sur-Mer. Est-ce que ça s'est oublié? Puis la deuxième partie de ma question, c'est que le premier passage sensible, c'était le poteau noir. Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions? Comment ça s'est passé dans les deux cas? À toi. Alors ouais, on a fait un premier départ tout début décembre et dès le départ, même après le départ, je me suis aperçu qu'il y avait un souci sur une pièce maîtresse du bateau. Et en fait, effectivement, j'ai pris la décision le lendemain du départ de faire demi-tour pour réparer, parce que le fait d'être tout près de la maison, bah, c'était quand même beaucoup plus raisonnable de ne pas partir avec déjà en dip. Donc ça fait ça en fait. C'est marrant que tu m'en parles parce que moi j'avais complètement oublié. Voilà, c'est une péripétie aujourd'hui, c'est du domaine de la péripétie. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. C'est ça là maintenant. Et le premier morceau à passer, c'était le poteau noir. Alors là, on a été assez heureux d'un point de vue météorologique parce qu'on a eu un poteau noir qui est une zone de transit qui parfois être très très inconfortable avec globalement pas de vent, mais des fois des nuages assez violents avec beaucoup de vent justement de façon très très abrupte. Et en fait, ce poteau noir là, il est passé de façon assez exceptionnelle, tout seul. On n'a même rien vu. J'ai même pas vu à peine vu un nuage et même pas un éclair, tu vois. Alors que d'habitude c'est plein d'orages et de trucs très très violents. Là, j'ai rien vu du tout. Donc ce poteau noir là, il s'est vraiment bien passé. À toi. Le prochain point très sensible, c'est le Cap Horn, dans une dizaine de jours a priori. Est-ce que tu t'y prépares d'ores et déjà à toi? Bah, ouais, le prochain point sensible, en fait, c'est quand on va sortir du régime tropical auquel on est, avec un régime d'alizé tout assez stable et avec des conditions de vent assez prévisibles. Là, on va rentrer dans quelques jours dans un régime de vent beaucoup plus instable, assez proche de celui qu'on connaît sur nos côtes d'ailleurs, mais qui est l'équivalent sur l'autre hémisphère. Et puis ça va être comme ça jusqu'au Cap Horn. Et après le Cap Horn, pour le temps que je remonte pour retrouver des conditions nettement plus stables. Donc là, le Cap Horn, j'y serai à peu près dans une dizaine de jours. Et on va les 15 jours à venir, là, donc les 5 jours avant le Cap Horn et les 6 jours après, c'est vraiment, ça va être vraiment le moment les plus compliqués de ce tour du monde. En tout cas, à un moment très compliqué de ce tour du monde. Lorsque j'aurais passé ça, bah je pense qu'on aura fait un grand pas en avant vers la Trinité. On suivra ça évidemment avec attention dans un instant. Deux personnes vont me rejoindre sur le plateau, Yves, d'Actual JT. Sandrine Berthaud, que tu connais bien, c'est ta femme, elle fait partie de la team, donc évidemment je ne te la présente pas. Et puis Philippe Monet, qui a détenu le record de ce tour du monde à l'envers. Est-ce que tu as un petit mot pour l'une et puis une question pour l'autre, ou l'inverse, je te laisse choisir. À toi. Eh bien, moi, je suis ravi de voir Sandrine là. On a des téléphones avec Sandrine, on communique bien. Donc, écoute, je suis vraiment ravi qu'elle soit présente. Mais en ce qui concerne des trucs à nous raconter, on arrive à passer un petit moment au téléphone ensemble, heureusement. Donc, je vais pas la solliciter sur le plateau. Contre la présence de Philippe, c'est vraiment sympa.
C'est vraiment sympa, Philippe, d'être là à cette première émission. Écoute, moi, la question que je me posais, c'était évidemment, moi, j'y vais avec un bateau différent, avec un objectif différent, avec différente. Mais il y a quand même quelque chose que toi, tu as bien connu et que moi, je vais découvrir, c'est l'aspect durée. C'est comment ça se passe au bout de 40, au bout de 50, 60, 70 jours. Quelle est l'évolution du bateau et du marin, de la relation avec la navigation, de la relation avec la terre, la relation avec justement les gens à terre, justement comme par rapport à la présence de Sandrine. Ça, c'est vraiment une question à laquelle Philippe doit pouvoir apporter des éléments de réponse à toi. Bah écoute, je vais lui poser la question. Yves, merci beaucoup. On continue à suivre, je le disais un peu en amont, sur les réseaux sociaux. Tout est possible évidemment pour suivre ton aventure. Et nous, on se retrouve le 12 décembre pour faire le point. Ce sera sans doute avant le passage du Cap Horn. Très bon vent à toi. Merci d'avoir été avec nous en direct évidemment pour ce premier Actual JT. Très bon vent et on se retrouve très vite. À très bientôt, Yves. Bah, ouais, merci beaucoup à toute l'équipe et puis eh bien dans 10 jours. Alors dans 10 jours, je pense qu'il fera beaucoup moins chaud et ce sera beaucoup plus dur. On le vérifiera. À toi. Bon vent, Yves. On enchaîne tout de suite sur le plateau. Donc, je vous le disais il y a quelques instants, Philippe Monet et Sandrine Berthaud vont aller s'asseoir avec moi. Je vous laisse vous installer. Alors, Sandrine Berthaud, je vous avais fait partie du team actuel parce qu'on voit évidemment l'aventure d'Yves comme celle d'un marin en solitaire, mais il y a une grosse équipe derrière. On va en parler dans un instant avec Sandrine. Et puis Philippe Monet, qui a détenu le record de ce tour du monde à l'envers. C'était sur Unette en 2151 jours. Philippe, merci d'être avec nous. Je vais vous poser la question que Yves voulait vous poser. Comment on gère la durée? Comment le bateau gère la durée? Comment le marin gère la durée? Bah, à vrai dire, c'est des questions que je ne me suis jamais trop posées parce qu'une fois qu'on est parti, en fait, on se retrouve dans un monde qui est le sien, qui est celui du bateau, de l'univers qui l'entoure. On est loin de la Terre et du mode de vie terrien. Et finalement, bah, je sais pas, on s'habitue, on rentre dans ce monde au bout de 8-10 jours. Où on oublie d'ailleurs, comme tout à l'heure, il avait oublié qu'il était déjà parti une première fois. Mais on a presque du mal à y croire en fait. Oui, mais quand vous rentrez après dans vos trucs, vous partez et vous êtes sur un monde qui est différent, qui est votre monde, qui est celui de votre entourage. Et en général, ça se passe bien. Après, il faut aimer être seul. C'est pas forcément être solitaire. Moi, je suis pas quelqu'un de solitaire. Pourtant, j'ai fait tous mes grands trucs en solitaire. Mais c'est vrai qu'en bateau, de temps en temps, c'est plus agréable d'être en solitaire sur de longues périodes qu'en équipage. En équipage, faire une traversée en 5-6 jours, traverser de l'Atlantique, c'est sympa. En équipage, sur 40, 50, 100 jours, ça doit commencer à être un peu dur. Moi, je l'ai fait une fois sur une Whitbread. C'est vrai que je préfère partir en solitaire. Et là, je me pose plus de questions. Sandrine, donc je disais, membre du team actuel, femme d'Yves Le Blébec, ça fait quoi de l'entendre? Alors je sais que vous vous parlez, Yves le disait, sans le cacher, vous parlez régulièrement, mais ça fait quoi de l'entendre dans ce cadre et avec cette pression qui va commencer à monter, on imagine? Bah là, ce que j'entends, c'est qu'il est à l'aise, qu'il est content et il a du plaisir d'être avec nous. Donc ça me réjouit. Et par ailleurs, je sais qu'il commence effectivement à réfléchir à la suite et à ces moments qui vont se durcir un petit peu. Et que nous, à terre, du coup, on va aussi rentrer dans une période un petit peu moins confortable pour pouvoir l'accompagner. Philippe, on a du mal à imaginer, en fait, évidemment, vous étiez un marin, un solitaire, on a du mal à imaginer comment on se prépare. On sait qu'il a passé le poteau noir, visiblement très bien. Il y a le Cap Horn qui va se profiler, mais en même temps, c'est dans une dizaine de jours. Est-ce qu'on est focalisé là-dessus, ou on doit vivre heure après heure, jour après jour, en attendant? On n'est pas focalisé parce qu'on sait où on va. Alors lui, il a peut-être un peu moins fait les mers du Sud sur du long terme en solitaire, mais enfin bon, d'abord c'est un costaud. Mentalement, jusqu'à présent, moi j'ai suivi ses courses, on se connaît, je le connais, c'est pas un pote intime, mais on se connaît bien, on a échangé plusieurs fois. Donc pour moi, c'est un mec qui peut réussir ce challenge parce qu'il n'est pas tellement sur la vitesse. C'est le challenge, c'est le dernier truc qui reste à faire au monde, d'abord en mer, c'est de faire le tour du monde en solitaire, en multicoque. Ça n'a jamais été fait. Moi, je voulais le faire, j'ai cherché 6 ans de l'argent, j'y suis pas arrivé. Mais c'est un truc qui n'est pas facile. Moi, j'ai fait le Cap Horn à l'envers quand j'avais fait New York-San Francisco en multicoque. J'ai tapé un bout de glace, on a réparé, on est remonté. Les mers sont très dures à partir du Horn. Jusqu'au Horn, vous êtes à l'abri du mauvais temps. Bon, il va peut-être se prendre une petite cartouche là sur les Pamperos, là au large de l'Argentine. Mais à partir du Horn, la mer est très grosse, les bateaux sont très durs. Hein, c'est des bateaux qui font 30 mètres quand même, en solo, dans des mers hyper dures. Et
s'il arrive au bout, il va mettre moins de 100 jours. Je tapais moi sur 90, 100 jours. Donc c'est à peu près ce qu'il devrait mettre. Le problème, c'est qu'il faut arriver. Et le passage du Horn et de remonter toutes les mers du Sud, la remontée sur l'Australie, tout ça, c'est pas facile. Sachant qu'il pourra passer soit au nord, soit au sud et qu'il c'est dégager le Horn. Le Horn, il est à 57 sud. Bonne-Espérance est à 34 sud. C'est très différent. Hein. Et le Horn, il est bas. Il fait froid et la mer est très grosse. Et Bonne-Espérance est haut. C'est une saloperie de cap aussi. je retiens l'expression. Ça lui fera plaisir. Au fond, quel est l'intérêt de ce tour du monde en solitaire et à l'envers? C'est quoi l'intérêt? C'est un défi humain, technologique? Ça sert à quoi d'aller sur la Lune? Ça sert à quoi d'avoir fait l'Everest? Ça sert à quoi de On faire trouve toujours une raison, mais quelle est la vôtre? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, c'était l'envie de l'aventure, de l'extrême, surtout les records que j'ai faits extrêmes, c'était un peu les grandes premières, c'était pourquoi les autres n'y sont pas arrivés, comment on pourrait y arriver. Donc il y a toujours ces défis de l'humain qui a envie d'aller plus loin. C'est d'abord une satisfaction personnelle. Moi j'ai des gens qui m'ont fait rêver. Ceux qui sont allés sur la Lune, ceux qui sont allés en haut de l'Everest, les Tabarly, les Moitessier, les Cousteau de l'époque m'ont fait rêver. C'est pour ça, moi je ne suis pas originaire de la mer, c'est pour ça que j'y suis allé. Et Yves, c'est la même chose. Enfin, je ne sais pas, vous le connaissez mieux que moi. Juste avant de poser la même question à Sandrine, je vous disais tout à l'heure en amont que vous pouviez suivre évidemment cette aventure sur les réseaux sociaux et en live, donc en ce moment sur Facebook. VSD, également le partenaire de cette aventure Livre le Bévègue. Vous pouvez notamment trouver un article consacré à Sandrine Berthaud qui est avec nous. Sandrine, comment ça se prépare? C'est combien de temps de travail? Alors comment ça se prépare en amont et comment ça se vit maintenant cette aventure? Alors comment ça se prépare? Ça se prépare sur plusieurs mois, voire on compte en années. On se prépare déjà en construisant le projet, en faisant la proposition aux partenaires, donc au groupe actuel. Et après, on avance ensemble pour préparer techniquement le bateau et préparer l'équipe, le bateau, le navigateur. Donc c'est effectivement, là on est à une année de travail. Et combien de personnes sont mobilisées encore aujourd'hui? Tout le monde, tout le team. Donc là on est 6 actuellement. Ouais, on est 6. Et là on est mobilisés parce qu'on est tous en veille H24 pour pouvoir répondre aux sollicitations de Yves, à ses besoins de conseils techniques ou à ses envies tout simplement d'échanger. Et puis on est mobilisés aussi parce qu'on prépare la suite. Quand le bateau va rentrer, on a un programme qui va arriver assez vite derrière et il faut qu'on soit prêt pour être très rapide sur le fait de repréparer le bateau et permettre à Yves de se reposer avant de réenchaîner. Philippe, on dit souvent que la voile a changé. Alors c'est un néophyte qui vous pose la question, mais est-ce que c'est vrai et est-ce que là on n'est pas dans une aventure digne de l'histoire de la voile? C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la voile que l'on connaît aujourd'hui? C'est la dernière, ce que je disais tout à l'heure, c'est le dernier truc à faire. Voilà, Messmer a fait tous les 8000 en solitaire, sans oxygène. On précise pour ceux qui nous regardent que Philippe a des attaches à la montagne, donc les références à la montagne ne sont pas forcément innocentes. Messmer a fait tous les 8000 mètres sans oxygène, et là c'est vrai que c'est le dernier, mais en mer. C'est le tour du monde à l'envers, en solo, en multicoque. Et toute l'aventure, il y a encore l'aventure, on n'est pas uniquement focalisé sur la vitesse comme Gabard dans l'autre sens, lui, ça va se jouer à quelques heures. Massif, oui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est depuis qu'on regarde ces bateaux, la voile a multiplié sa vitesse à peu près par 6. Aujourd'hui, si vous voulez faire le tour du monde dans le bon sens, si vous voulez y aller le plus rapidement possible, c'est pas un porte-avions, c'est pas un destroyer ou un truc comme ça qui va plus vite. Aujourd'hui, c'est à la voile. On est à plus de 30 nœuds aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire depuis ce premier point de vue. Moi, le premier tour du monde que j'ai fait en multicoque en solo, 130 jours aujourd'hui, 50. Le tour du monde à l'envers, là, quand même, il faut passer, il faut être fin. C'est ce que j'ai toujours dit, la voile, c'est un sport de brute, mais qui demande beaucoup de délicatesse, parce que c'est le bateau qui nous ramène. Il faut être gentil avec lui. Sandrine, les mers là-bas ne sont pas gentilles. Ça met la pression, ce que dit Philippe, quand on sait que les bateaux, aujourd'hui, les navires vont plus vite? Non, c'est vrai que nous, on est effectivement dans une notion de défi où le premier défi, c'est quand même de boucler. On sait qu'on va rencontrer, il y a la durée déjà qui sollicite beaucoup le bateau et le navigateur. On sait qu'on va rencontrer des conditions météo qui sont particulièrement difficiles, qu'on peut avoir la route barrée.
Donc c'est vrai que la première des choses, c'est effectivement pas la vitesse, même si évidemment il y a une envie de... Yves n'oublie jamais de chercher à faire aller son bateau le plus vite possible, mais avant toute chose, le défi c'est de boucler ce tour. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de ce premier Actuel JT. C'était un plaisir et un honneur. Avant de vous libérer, nous avons voulu savoir ce que pensaient les petits-enfants de ce que faisait Yves, les petits moussaillons. Donc on leur a posé la question et vous allez voir leur réponse. C'est parfois un peu décalé, mais c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Le tour du monde à l'envers, c'est le sens inverse. Face au vent, ça veut dire aller dans le sens inverse des vagues. C'est comme ça. Attendre des mauvaises surprises. Au lieu de faire le tour du monde dans un certain sens, tu le fais de l'autre sens. Dans une position particulière qui n'est pas favorable. C'est faire le tour, mais au sens inverse. Ça veut dire que son bateau il va passer à l'envers. Le tour du monde dans le sens inverse que des autres gens qui avaient fait le tour du monde avant. C'est comme s'il y avait une grande vague et au lieu de la prendre, on allait à l'encontre de la vague. C'est que les vents, ils sont à l'envers de ta direction. Yves, je te souhaite bonne chance pour ton voyage. Allez, retour sur le plateau de ce premier Actuel JT. Je vais demander à Samuel Toile, président de la société Actuelle, de venir s'installer, de prendre place. Bonjour Samuel, je vais vous installer. Juste avant cela, je le disais en préambule, pour beaucoup, sans doute de ceux qui nous regardent ce soir, Actuelle c'est un bateau, et quel bateau évidemment, qui file en ce moment, mais c'est aussi une société spécialisée dans l'intérim. Alors, ce périple d'Actuelle, c'est aussi l'occasion de nous intéresser aux problématiques de l'emploi, aux chiffres de l'emploi un peu partout dans le monde. On le disait un peu avant, Yves se trouve en ce moment au large de la pointe est du Brésil. Alors voici quelques chiffres que nous avions envie de vous donner comme ça, pour notre culture générale à nous tous, quelques chiffres qui concernent le Brésil, mais pas seulement. Petit comparatif, vous voyez, chiffre du chômage en France 9,8, c'est un peu plus que dans la zone euro 9,1, 12,4% de chômage au Brésil. On en discutait un peu avant avec Samuel Toile, c'est en forte baisse, même si ça reste très élevé. Et puis avec des Brésiliens qui travaillent énormément dans le secteur des services, le secteur tertiaire. Et puis concernant la France, 2,7% des salariés françaises travaillent en intérim. Ça fait un chiffre, on a compté très précisément 683 640. Voici pour cette petite photographie. À chaque émission, tous les 10 jours, on tentera de vous donner quelques clés comme ça pour qu'on ait un peu à l'idée que le voyage ne soit pas seulement un périple sportif. Bonsoir Samuel Toile. Bonsoir Ronald. Merci d'être ici. Vous êtes évidemment l'un des pions essentiels, l'un des chaînons essentiels de cette aventure. Avant de parler d'emploi, pourquoi ce lien, alors est-il personnel, est-il professionnel, est-il intellectuel avec la voile? Pourquoi se lancer dans une telle aventure aux côtés d'Yves? Écoutez, c'est d'abord avant tout une rencontre avec un homme formidable, un marin, et puis après c'est effectivement une discipline que j'affectionne particulièrement, mais c'est pas suffisant pour que ça puisse s'inscrire dans la durée. C'est évidemment parce qu'il y a eu aussi une corrélation étroite entre le projet sportif porté par Yves et le projet de l'entreprise. Et quand on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 16 ans, c'était un petit marin et Actuelle était une petite entreprise. Et il a grandi et nous avons grandi ensemble. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Ça vous fait quoi de l'entendre parler comme ça sur un bateau qui porte les couleurs de votre entreprise? Eh bien, c'est formidable, c'est émouvant et c'est vrai que de parler de l'emploi après une séquence aussi intéressante où on parle pour le coup d'hommes qui sont formidables. Les marins, Philippe, le témoignage de Philippe était aussi très intéressant et on voit bien toute la passion qu'il porte en faisant ce type de projet. Ça dépasse effectivement très largement le cadre du travail. On est plus aussi, ça dépasse aussi le cadre du sport. On est dans le domaine de la passion. Et là, ce sont des vrais aventuriers qui relèvent des défis incroyables. Alors, on sait que ça coûte forcément de l'argent de sponsoriser un bateau, d'acheter un bateau, de sponsoriser une telle entreprise. On pense quand même au record. Yves nous disait tout à l'heure qu'il n'y pensait pas, qu'il voulait boucler évidemment, qu'il l'avait dans un coin de sa tête. Mais quand on est le dirigeant d'une société qui sponsorise comme ça un bateau, est-ce qu'on y pense? On se dit, j'espère qu'à la fin ça va le faire.
Oui, mais vous savez, c'est une discipline qui apprend beaucoup aussi l'humilité. On n'a absolument pas de certitude. Effectivement, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, avant de parler du record à battre, il faut absolument que Yves arrive à boucler son tour du monde. C'est ça l'objectif. Et donc, on est confronté aux éléments et il faut rester humble par rapport aux éléments. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on est quand même dans un pays formidable parce que en France, on a de très bons vins, on a de très bons fromages, et on est les seuls aussi au monde à avoir des skippers aussi talentueux. Et donc, la France est un pays remarquable là-dessus. Et moi, je suis très fier d'avoir déniché un talent, un marin d'exception, et de le faire progresser en même temps que l'entreprise. Alors, le mot n'est sans doute pas tombé dans votre bouche au hasard. Humilité, c'est aussi un peu ce qui vous caractérise, puisqu'on se connaît quand même un petit peu. Entrepreneur humaniste, président actuel et auteur de cet ouvrage, le Livre blanc pour l'emploi. Oui. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi, d'où est venue cette idée d'un livre blanc, il y a souvent des livres blancs, pourquoi la genèse, comment c'est venu, comment ça s'est mis en œuvre, comment ça a été réalisé? Actuel, au-delà de participer effectivement à ce type d'aventure, c'est une entreprise engagée autour de la question de l'emploi. Et on a profité d'une course récente, celle du mois de juillet, The Bridge, Saint-Nazaire, New York. Yves, 4e de l'épreuve. Et à cette occasion, on était confinés 250 chefs d'entreprise sur le Queen Mary pour participer à cette aventure. Donc c'était un moment unique aussi parce que c'est la première fois qu'il y avait une course au large et qu'on avait la possibilité de suivre la course en direct sur le bateau. Et donc j'ai trouvé que c'était un moment singulier, intéressant pour demander aux chefs d'entreprise leur témoignage sur le sujet de l'emploi au moment où le gouvernement s'apprêtait à promulguer un certain nombre d'ordonnances sur la question. Et donc ce livre blanc est juste la collecte de témoignages de chefs d'entreprise qui font part de leur vision de la situation du travail en France et qui, au-delà d'un constat partagé, font aussi un certain nombre de recommandations sur ce qui leur paraît ce qui leur paraîtrait simple à mettre en œuvre. Et donc l'idée, c'est d'apporter une contribution au débat avec ces solutions. Dans un instant, un petit focus sur l'une des thématiques de ce livre blanc, sur l'apprentissage. Mais avant cela, il y a des mots qui ressortent, forcément, quand on lit un livre. J'ai beaucoup retenu le mot concret, le sentiment d'une volonté de faire du concret, et le mot confiance. Et on a le sentiment que, pour vous, président actuel, les deux sont intimement liés. Bien sûr. Alors, dans les verbatims et là où les témoignages convergent énormément, quelle que soit la taille d'entreprise et secteur d'activité, en complément de ça, les entreprises demandent de la simplification, de la stabilité et aussi plus de liberté. C'est ça aussi les trois mots qui viennent en complément, et c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble des témoignages. Un focus donc sur l'apprentissage, là aussi c'est quelque chose qui ressort, on sent que c'est une thématique, c'est un passage obligé, on sait que le gouvernement actuel il réfléchit beaucoup, on attend de voir les résultats évidemment, mais en quoi c'est important et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cet état de fait? Quand on se compare aux autres pays du monde, et c'est ça qui est aussi amusant à l'occasion de ce tour du monde, de pouvoir regarder effectivement les petits focus par rapport aux différents pays, on se rend compte que là, en France, l'apprentissage est très peu aujourd'hui déployé. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Et en réalité, en France, on considère l'apprentissage comme une façon de poursuivre ses études, alors que dans beaucoup de pays, c'est aussi pour les jeunes diplômés l'occasion, une modalité pour accéder à l'emploi. Et donc, dans les solutions simples à mettre en œuvre, c'est tout simplement de changer l'approche par rapport à cette posture du jeune diplômé et de laisser plus de liberté aux entreprises, une fois que l'embauche du jeune est réalisée, de choisir son organisme de formation et arrêter de labelliser des centres CFA en fonction de contraintes nationales ou voire régionales. Et donc, ce qui est ressorti du livre, c'est pourquoi pas l'apprentissage pour tous les jeunes diplômés qui voudraient accéder à l'emploi, puisque quand on sort de l'école, on n'est souvent pas prêt à l'emploi, et donc ce serait une modalité pour pouvoir se former au poste de travail et favoriser ainsi l'emploi des jeunes diplômés. Une forme de passage obligé, mais un passage nécessaire. Merci beaucoup Samuel Toll d'avoir été sur le plateau de cette Actual JT. Alors Samuel, je ne sais pas si vous savez, la question peut paraître comme ça un peu bizarre, mais comment Yves se débrouille pour manger sur son bateau? Comment ? Non, je ne sais pas. La réponse, et ce sera là aussi l'un des aspects de cette aventure, vous faire vivre la vie d'Yves Le Blébec à l'intérieur d'Actual, inside Actual si vous voulez, pardonnez-moi l'expression anglophone. Et aujourd'hui, il nous explique comment il se débrouille pour manger, pour déjeuner à bord. Merci. Bon voilà, il fait vraiment chaud. Ici,
Ici, on est quasiment à la latitude du Cap-Vert. Et là, la température est vraiment montée. Donc ça devient presque inconfortable tellement il fait chaud. Et pour essayer de rendre l'intérieur du bateau vivable, j'ai bricolé un petit système d'aération. En fait, j'avais préparé ça avant de partir, sous l'œil un petit peu dubitatif des membres du team, hein, pour tout vous dire, qui ne croyaient pas beaucoup au système. Mais c'est tout simplement 2 bouts de PVC, un cône en tissu à voile et puis une gaine de VMC. J'avais préparé ça dans un coin en me disant je serais bien content d'utiliser quand j'en aurais besoin. Et effectivement, j'ai mis ça en place et ça permet d'amener un peu d'air frais à l'intérieur du bateau. Donc c'est pas miraculeux, hein, ça ne transforme pas le bateau en frigo. Mais ça permet d'amener de l'air frais, c'est quand même un petit degré de confort en plus. Et en tout cas, ça m'a bien occupé dans cette journée là où tout va bien à bord d'Actual et j'avais un petit peu de temps pour bricoler. En fait, voilà, je pense que l'aménagement du confort fait partie quand même un peu de la performance. Et l'intérieur du bateau est beaucoup moins inconfortable qu'il ne l'était. Allez, vous aurez rectifié vous-même, hein. Ce n'était pas comment Yves déjeune à bord, mais comment il met un peu d'air frais. Puisqu'il nous disait tout à l'heure pendant le direct qu'il avait très chaud en ce moment, même si ça va changer à l'approche du Cap Horn. Samuel, une petite réaction par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui, c'est incroyable. Enfin, on voit bien qu'il faut être polyvalent pour pouvoir être un marin de haut niveau. Et quand on sait que toute la technologie embarquée à bord du bateau, voir Yves bricoler son petit bout de tuyau pour se faire un petit peu d'air, c'est vrai que ça fait sourire. Et c'est rassurant d'avoir aussi qu'il arrive à se débrouiller très bien. Merci beaucoup Samuel. Il va nous accompagner aussi pendant ces émissions. Il s'appelle Na, il est dessinateur. Et voici le premier regard qu'il jette sur le tour du monde à l'envers d'Yves Le Blévesque. Évidemment, ça y est, là je suis à l'envers, clairement proche du Brésil. On espère que ça va se passer un peu mieux pour Yves que ce dessin ne le laisse présager. On va faire un dernier point avant de se quitter, avant la fin de ce première actualité. Un petit point sur cette cartographie que vous allez voir en live. La Trinité-sur-Mer, c'était un peu plus haut à l'est, sur la droite évidemment. Et puis le petit point rouge que vous voyez, le petit point rouge, eh bien c'est Yves. C'est Yves qui descend. Hein. On voit ici la petite carte où est 100, hop. Mais j'ai l'impression de présenter la météo, c'est parfait. Et puis Yves qui est donc sur la pointe est, évidemment, qui va descendre tout à l'est de l'Amérique du Sud pour aller contourner ce Cap Horn, qui sera sans doute évidemment un moment essentiel. Il va regarder la direction des vents, la force des vents évidemment, pour passer le mieux possible ce passage qui est toujours extrêmement compliqué. Avant de se quitter, avant la fin de ce première actualité, rendez-vous fixé d'ores et déjà 12 décembre, c'est dans 8 jours si je ne m'abuse, à 19h, même heure. N'hésitez pas à partager, à participer. Yves, qui nous écoute encore, hein, je le sais, en ce moment sur Actual, pourra répondre à vos questions. En tout cas, il en prendra connaissance et ça lui fera extrêmement plaisir de savoir qu'il est extrêmement soutenu. Donc les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook évidemment. Partagez, posez vos questions, amusez-vous et surtout soutenez ce marin d'exception. On se retrouve donc le 12 décembre. Merci Samuel, merci à tous, à très bientôt.